Le soleil de septembre filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle de la cuisine de Martine Dubois. À 68 ans, cette femme aux cheveux gris argentés et aux mains ridées par le temps gardait encore cette énergie qui l'avait toujours caractérisée. Ce samedi matin, elle sirotait son café en regardant par la fenêtre les champs dorés qui s'étendaient autour de Villeneuve-sur-Loire, cette petite commune où elle avait passé toute sa vie. Villeneuve-sur-Loire était le genre d'endroit où les secrets étaient rares, où chaque habitant connaissait non seulement les noms de ses voisins, mais aussi leurs habitudes, leurs joies et leurs peines. Les maisons de pierre blonde se blottissaient les unes contre les autres le long de rues pavées, entourées de jardins fleuris et de potagers soigneusement entretenus. Elle, église du XIIe siècle, dominait la place centrale. Et le clocher sonnait encore les heures avec cette mélodie familière qui rythmait la vie du village depuis des générations. Martine posa sa tasse et soupira en pensant à sa fille Claire. Depuis l'hospitalisation soudaine de Rémi, son gendre, la pauvre femme courait entre l'hôpital et la maison, tentant de gérer seule les deux adolescents tout en s'occupant des affaires de son mari. L'infarctus avait frappé Rémi Valois comme la foudre par un ciel serein. Un homme de 42 ans, en apparence robuste, qui n'avait jamais manifesté le moindre problème cardiaque. « Maman, tu es sûre que ça ne te dérange pas ?» avait demandé Claire la veille, ses yeux cernés trahissant les épuisements. L'atelier est dans un état épouvantable. Rémi n'a pas pu finir de ranger avant que tout ça arrive. Martine avait serré sa fille dans ses bras, respirant ce parfum de lavande qu'elle portait depuis l'adolescence. « Ma chérie, c'est normal d'aider sa famille. Et puis, cela me donnera l'occasion de mieux connaître le travail de Rémi. Tu sais comme j'admire ses créations. » Était vrai. Rémi Valois était reconnu dans toute la région pour son talent d'ébéniste. Ses meubles, sculptés avec une précision remarquable, ornaient les plus belles maisons des environs. Il avait cette patience infinie que requiert le travail du bois, cette capacité à transformer une simple planche brute en œuvre d'art. Les habitants de Villeneuve-sur-Loire l'appréciaient pour sa discrétion, sa gentillesse et cette façon qu'il avait d'écouter leurs histoires pendant qu'il réparait une chaise ou restaurait une armoire ancienne. Martine finit son café et enfila sa veste de laine. La maison de Claire et Rémi se trouvait à 10 minutes à pied, en bordure du village, là où les dernières habitations cédèrent la place aux champs de blé et aux bosquets de chênes. C'était une belle demeure de pierre, avec des volets bleus et un jardin qui s'étendait jusqu'à l'orée de la forêt. L'atelier de Rémi avait été construit au fond du terrain, suffisamment éloigné de la maison pour que le bruit des machines n'importune personne. En marchant, Martine croisa Madame Rousseau qui arrosait ses géraniums. Les deux femmes échangèrent quelques mots sur la santé de Rémi, sur la météo, sur les dernières nouvelles du village. Cette routine rassurante des conversations de voisinage était l'un des charmes de Villeneuve-sur-Loire. Ici, personne n'en était vraiment seul. « Comment va notre brave Rémi ?» demanda Madame Rousseau en fronçant ses sourcils broussailleux. « Les médecins sont optimistes », répondit Martine en ajustant son sac sur son épaule. « Il devrait pouvoir rentrer dans quelques jours. Claire reste près de lui en permanence. » Que Dieu soit loué. C'est un homme si bon, si serviable. Tu te souviens quand il a réparé gratuitement la barrière de Monsieur Laurent après la tempête ? Et toutes ces fois où il a aidé pour les préparatifs de la fête du village ? Martine acquiesça en souriant. Rémi était effectivement apprécié de tous. Toujours prêt à rendre service, discret dans ses opinions, respectueux avec les anciens. Le genre d'homme sur qui une communauté peut compter. Claire avait eu de la chance de le rencontrer après son divorce difficile. Il avait su être patient avec les enfants, les acceptant comme les siens propres, créant cette famille recomposée qui fonctionnait si bien. Arrivé devant la maison, Martine contempla un instant l'atelier. Était un bâtiment rectangulaire en bois et pierre, avec de grandes fenêtres orientées au nord pour bénéficier d'une lumière constante. Des copeaux dorés s'amoncelaient encore près de la porte, témoin du travail interrompu brutalement par l'hospitalisation de Rémi. Un établi massif était visible à travers l'une des fenêtres, couvert d'outils que Martine ne savait même pas nommer. Elle poussa la porte, qui grinça légèrement sur ses gonds. L'odeur la frappa immédiatement, ce mélange envoûtant de résine, de vernis et de poussière de bois qui semblait imprégner chaque recoin de l'espace. Était l'odeur du travail patient, de la créativité,
de ces heures solitaires passées à façonner la matière. Martine inspira profondément, émue malgré elle par cette atmosphère si particulière. L'atelier était effectivement en désordre. Des planches étaient empilées contre les murs, des outils traînaient sur ailes établies, des bocaux de vis et de clous étaient restés ouverts. Au centre de la pièce, un fauteuil à moitié restauré attendait les dernières finitions. Martine pouvait imaginer Rémi penché sur son ouvrage, concentré, perfectionniste comme il l'était toujours. Elle commença par les outils les plus fragiles, les rangeant soigneusement dans leurs étuis. Rémi lui avait expliqué une fois que chaque outil avait sa place précise, que l'organisation était essentielle pour un artisan. Elle essayait de respecter cette logique, même si certains instruments lui étaient totalement inconnus. Le travail était plus physique qu'elle ne l'avait anticipé. Soulever les planches, déplacer les machines, trier les différents types de bois. À son âge, elle sentait rapidement la fatigue dans ses épaules et son dos. Mais il y avait quelque chose de gratifiant dans cette tâche, une façon de se sentir utile, de participer à l'univers de sa famille. Vers midi, elle fit une pause et s'assit sur un tabouret près de la fenêtre. Le silence de l'atelier contrastait avec l'agitation habituelle qui devait y régner quand Rémi travaillait. On entendait seulement le bruissement des feuilles dans les arbres et, au loin, les cloches de l'église qui sonnaient l'Angélus. Martine ferma les yeux un instant, savourant cette paix. C'est en reprenant son travail qu'elle remarqua la commode. Elle était adossée contre le mur du fond, presque cachée derrière une pile de planches de chêne. Était une pièce ancienne, probablement du XIXe siècle, avec des poignées en bronze terni et un vernis craquelé par le âge. Martine se demanda si était l'une des restaurations en cours de Rémi, ou simplement un meuble utilisé pour ranger du matériel. Par curiosité, elle essaya d'ouvrir le tiroir du haut. Il coulissa facilement, révélant des chiffons, quelques pinceaux et des tubes de colle presque vides. Le deuxième tiroir contenait des papiers de verre de différents grains, soigneusement étiquetés. Mais le troisième tiroir résistait. Martine tira plus fort, pensant qu'il était simplement gonflé par l'humidité, comme cela arrivait souvent aux vieux meubles. Rien. Le tiroir semblait bloqué par quelque chose à l'intérieur. Elle essaya de le secouer délicatement, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Un bruit sourd lui parvint, comme si un objet était déplacé à l'intérieur. Intriguée, elle redoubla d'efforts. Au bout de plusieurs minutes, elle réussit à créer un espace suffisant pour glisser sa main dans le tiroir. Ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inattendu. Non pas du bois ou du métal, mais du plastique. Quelque chose d'emballé, de protégé. Elle tâtonna un moment avant de réussir à saisir l'objet et à l'extraire par l'ouverture étroite. Était une boîte à chaussures, soigneusement recouverte de film plastique transparent. Le carton était ancien, légèrement décoloré, avec le nom d'une marque de chaussures pour enfants encore visible sur le couvercle. Mais ce qui frappa Martine, était le poids. La boîte était beaucoup plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle la posa sur l'établi et la contempla un moment, une sensation étrange grandissant en elle. Pourquoi Rémi aurait-il caché une boîte de cette façon? Et pourquoi l'emballer si soigneusement dans du plastique? Un pressentiment désagréable commença à naître dans son esprit. Les mains légèrement tremblantes, elle défit l'emballage plastique. Le couvercle de la boîte était maintenu par du ruban adhésif jauni par le temps. Elle le décolla délicatement, prenant soin de ne rien abîmer, bien qu'elle ne sût pas pourquoi cette précaution lui semblait importante. Quand elle souleva enfin le couvercle, son cœur s'arrêta. À l'intérieur de la boîte, disposée avec un soin méticuleux, se trouvaient des dizaines d'objets qui n'avaient rien à faire dans l'atelier d'un ébéniste. Des bracelets en plastique coloré, du genre que portent les enfants. Des boutons de vêtements, tous différents. Certains en forme d'animaux, d'autres ornés de motifs enfantins. Des morceaux de ruban, soigneusement pliés. Et plus troublant encore, des mèches de cheveux de différentes couleurs, chacune attachée avec un petit élastique transparent et étiquetée avec une date manuscrite. Martine sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre l'établi, le souffle court, essayant de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. Ces objets, ils avaient appartenu à des enfants. Pourquoi Rémi les avait-il conservés? Et surtout, pourquoi les cacher avec tant de soin? Mais ce n'était pas tout. Au fond de la boîte,
elle aperçut une épaisse liasse de photographies, des polaroïdes, jaunies par le temps, maintenues ensemble par un élastique. Les mains tremblantes, elle les prit et commença à les examiner. Les premières images la troublèrent sans qu'elle parvienne à identifier exactement pourquoi. On y voyait des enfants, garçons et filles, âgés probablement entre 6 et 10 ans. Ils étaient photographiés dans ce qui ressemblait à un intérieur, mais l'éclairage était étrange, artificiel. Les enfants ne souriaient pas. Ils regardaient l'objectif avec des expressions difficiles à décrire, de la confusion peut-être, ou de la peur. Martine continua à feuilleter les photos, son malaise grandissant à chaque image. Certains enfants étaient assis par terre, d'autres debout contre un mur. Ils portaient des vêtements ordinaires, jeans, t-shirts, robes d'été. Mais quelque chose dans leur posture évoquait la résignation plutôt que la spontanéité. Aucun de ces enfants ne semblait jouer ou s'amuser. Ils étaient juste là, comme des objets que l'on aurait disposés pour les photographier. C'est alors qu'elle tomba sur une photo qui lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Un petit garçon blond, aux yeux bleus, portant un t-shirt rouge orné d'un personnage de Super Mario. Il était assis sur ce qui ressemblait à un tabouret de bois, les mains posées sagement sur ses genoux, regardant l'appareil photo avec cette même expression troublante que les autres enfants. Mais ce qui glaça Martine, ce haine, n'était pas seulement l'expression du garçon, c'était le décor derrière lui. Elle reconnaissait ce mur de bois brut, cette disposition particulière des outils accrochés, cette lumière artificielle qui venait du plafond. L'enfant avait été photographié ici même, dans l'atelier où elle se trouvait. Et elle savait qui était cet enfant. Gabriel Moreau, le fils de Rose, sa voisine. Le petit garçon qui avait disparu mystérieusement 7 ans plus tôt, en 2012, par un après-midi d'été. Elle se souvenait parfaitement de ce jour terrible, de l'angoisse qui s'était abattue sur tout le village, des recherches incessantes qui avaient mobilisé des centaines de bénévoles pendant des semaines. Gabriel jouait dans le jardin de sa mère quand il avait disparu. Rose l'avait quitté des yeux quelques minutes seulement, le temps d'aller chercher du linge étendu. Quand elle était revenue, l'enfant N était plus là. On avait fouillé les bois, dragué la rivière, interrogé tous les habitants du village. Rien. Gabriel Moreau était devenu l'une de ces tragédies inexpliquées qui hantent les communautés rurales. Et voilà qu'il réapparaissait sous la forme d'une photographie prise dans l'atelier de son gendre. Martine laissa tomber les photos sur elle établies, ses mains tremblant incontrôlablement. Son cerveau refusait d'accepter ce qu'elle venait de voir, refusait d'établir les connexions qui s'imposaient pourtant avec une logique implacable. Rémi, son gendre si gentil, si respecté de tous, si dévoué à sa famille. Elle ramassa précipitamment les objets, les remit dans la boîte qu'elle referma avec des gestes fébriles. Il fallait qu'elle parte d'ici, qu'elle réfléchisse, qu'elle comprenne ce qu'elle devait faire, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elle resta là, debout dans l'atelier, serrant la boîte contre sa poitrine comme si elle contenait une bombe prête à exploser. Le silence de l'atelier lui sembla soudain oppressant. Chaque ombre, chaque recoin prenait une dimension sinistre. Combien d'enfants étaient venus ici? Qu'est-ce qui leur était arrivé? Et comment Rémi avait-il pu dissimuler tout cela pendant des années, continuant à vivre sa vie normale, à partager le lit de sa fille, à élever ses petits-enfants? Martine prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser cette découverte sans suite, mais elle ne pouvait pas non plus précipiter les choses. Il lui fallait du temps pour réfléchir, pour comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait de mettre au jour. Et surtout, il lui fallait protéger Claire et les enfants de ce qui allait forcément suivre. Elle glissa la boîte sous sa veste et quitta l'atelier d'un pas mal assuré. Le soleil de l'après-midi lui parut soudain trop violent, les couleurs du paysage trop vives. Tout ce qui l'entourait gardait la même apparence. Mais elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. En rentrant chez elle, elle croisa à nouveau Madame Rousseau qui lui adressa un sourire chaleureux. « Alors, ce rangement, j'espère que Rémi appréciera en rentrant de l'hôpital. » Martine parvint à esquisser un sourire et à bredouiller quelques mots de réponse. Mais intérieurement, elle se demandait si Rémi rentrerait jamais de l'hôpital, et si était souhaitable. Une fois chez elle, elle monta directement dans sa chambre et cacha la boîte au fond de son armoire, derrière une pile de draps anciens. Puis elle s'assit sur son lit et pleura. Elle pleura pour Gabriel, pour tous ses enfants sur les photos, pour sa fille
qui allait devoir affronter une vérité impensable. Elle pleura aussi sur elle-même, sur cette innocence perdue, sur cette confiance trahie. Quand les larmes se tarirent, Martine Dubois prit une autre décision. Elle allait retourner dans cet atelier. Elle allait chercher d'autres preuves. Parce que si elle devait détruire la vie de sa fille, si elle devait briser cette famille qu'elle chérissait, il fallait au moins que ce soit pour une cause juste. Il fallait que la vérité éclate, quelle qu'elle soit. Et pour la première fois depuis des années, Martine Dubois eut peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Cette nuit-là, Martine ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond de sa chambre, revoyant sans cesse les images troublantes qu'elle avait découvertes. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage de Gabriel Moreau lui revenait en mémoire, avec cette expression de résignation qui n'aurait jamais dû se trouver sur le visage d'un enfant de 8 ans. Au petit matin, elle se leva, épuisée mais déterminée. Elle devait en savoir plus avant de prendre une décision définitive. Peut-être y avait-il une explication innocente à tout cela, même si, au fond de son cœur, elle savait déjà que ce haine n'était qu'un vain espoir. Après un café qu'elle but sans le goûter, elle retourna vers l'atelier. Le chemin qu'elle avait parcouru des centaines de fois lui sembla différent, comme si elle le découvrait pour la première fois. Les maisons de ses voisins, les jardins fleuris, la petite épicerie de Monsieur Durand, tout paraissait fragile, menacé par le secret qu'elle portait désormais. L'atelier était exactement comme elle l'avait laissé la veille. Mais cette fois, Martine l'examina avec un regard nouveau. Elle cherchait des indices, des détails qu'elle avait pu manquer dans sa première inspection. Où Rémi avait-il pu cacher d'autres choses? Qu'est-ce qui, dans cet espace familier, pourrait révéler d'autres secrets? Elle commença par examiner systématiquement chaque meuble, chaque rangement. Dans un placard, elle trouva des cahiers remplis de croquis techniques et de notes sur différents projets. L'écriture de Rémi était nette, précise, celle d'un homme méticuleux. Rien d'anormal ici, seulement le travail d'un artisan passionné. Mais en feuilletant plus attentivement l'un des cahiers, elle remarqua quelque chose d'étrange. Certaines pages avaient été arrachées, et pas récemment. Les bords déchirés étaient jaunis, suggérant que ces pages manquaient depuis longtemps. Pourquoi Rémi aurait-il supprimé certains de ses croquis? Qu'y avait-il sur ces pages qu'il ne voulait pas conserver? C'est en se penchant pour ramasser un crayon tombé qu'elle aperçut, dans l'angle opposé de l'atelier, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Le sol était recouvert d'un vieux tapis tressé, probablement là pour délimiter l'espace de travail principal. Mais près d'un coin du tapis, le parquet semblait présenter une irrégularité. Martine s'approcha et souleva doucement le bord du tapis. En dessous, les lames de parquet étaient disposées différemment que dans le reste de la pièce. Il y avait comme une interruption dans le motif naturel du bois, un rectangle parfait d'environ 1 mètre sur 50 cm. En passant sa main sur cette zone, elle sentit que les planches étaient légèrement en retrait par rapport au reste du sol. Son cœur se mit à battre plus fort. C était un accès, une trappe dissimulée sous le parquet. Mais comment l'ouvrir? Elle examina les bords du rectangle avec attention, cherchant un système d'ouverture. Ses doigts rencontrèrent finalement une petite encoche, presque invisible, sculptée dans l'épaisseur d'une planche. Elle glissa son ongle dans l'encoche et tira délicatement. Rien ne se passa. Elle essaya dans l'autre sens, poussa, appuya, toujours rien. La trappe semblait verrouillée de l'intérieur, ou peut-être s'ouvrait-elle avec un mécanisme qu'elle ne comprenait pas. Frustrée mais pas découragée, Martine continua son exploration. C'est alors qu'elle remarqua, dans un coin sombre près de elle établi, un objet qu'elle avait pris pour un tas de chiffons la veille. En s'approchant, elle découvrit qu'il s'agissait en réalité d'un ordinateur portable ancien, recouvert d'une housse poussiéreuse. Avec précaution, elle dégagea l'appareil et l'examina. C était un modèle d'au moins 10 ans, aux bords éraflés et à l'écran terni. Elle chercha le câble d'alimentation et, à sa surprise, le trouva encore branché à une prise dissimulée derrière l'établi. Rémi avait donc utilisé cet ordinateur récemment. Martine appuya sur le bouton de démarrage. L'appareil émit un bip familier et l'écran s'illumina lentement. Après quelques minutes de chargement, une interface apparut, demandant un mot de passe. Le curseur clignotait dans le champ vide, attendant. Que pouvait bien utiliser Rémi comme mot de passe? Martine essaya les combinaisons les plus évidentes. Son nom,
celui de Claire, les prénoms des enfants, sa date de naissance. Rien ne fonctionnait. Elle réfléchit un moment, puis se souvint de Rex, le vieux chien de la famille, mort l'année précédente. Rémi avait été très affecté par cette perte, et il parlait souvent avec émotion de son fidèle compagnon. Elle tapa Rex et appuya sur la touche « Entrée ». L'écran se débloqua immédiatement. Le bureau de l'ordinateur était étonnamment dépouillé. Pas d'icônes dispersées, pas de fichiers traînant sur le bureau, juste un fond d'écran neutre et une seule barre des tâches en bas de l'écran. Cela ressemblait à un ordinateur utilisé pour des tâches très spécifiques, pas pour un usage personnel habituel. Martine explora les menus, cherchant des documents, des photos, n'importe quoi qui pourrait l'éclairer sur les activités de Rémi. Dans le dossier « Mes documents », elle ne trouva qu'un seul élément, un dossier intitulé « Inventaire » 2011-2013. Le nom était neutre, presque anodin. Cela pouvait être n'importe quoi. L'inventaire des outils, des bois, des projets en cours. Elle double-cliqua sur le dossier. À l'intérieur, plusieurs sous-dossiers étaient organisés avec cette même précision méthodique qu'elle avait observée dans l'atelier physique. Mais les noms de ces dossiers la glacèrent. Clé à molette, marteau 4, scie A2, rabot spécial. Des noms d'outils, mais utilisés de manière étrange, comme des codes. Son intuition lui disait qu'elle ne devrait pas ouvrir ces dossiers, qu'elle n'était pas prête à affronter ce qu'ils contenaient. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle cliqua sur « Clé à molette ». Le dossier contenait plusieurs fichiers vidéo, chacun nommé avec une date et une heure précise. Martine en sélectionna un au hasard et l'ouvrit. L'écran se remplit d'une image granuleuse, filmée de face dans ce qui ressemblait exactement à l'atelier où elle se trouvait. Mais l'aménagement était légèrement différent. Les outils étaient disposés autrement. Et il y avait des éléments qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre de l'image, une petite fille d'environ 7 ans était assise sur un tabouret. Elle portait une robe à fleurs jaunes et ses cheveux châtains étaient attachés en couette. L'enfant ne bougeait presque pas, regardant fixement quelque chose hors du champ de la caméra. Sa posture évoquait l'attente, mais une attente teintée d'appréhension. La vidéo durait plusieurs minutes, mais rien ne se passait vraiment. L'enfant restait là, immobile. Parfois, elle levait les yeux vers la caméra, parfois elle regardait ailleurs. Pas de son, pas de mouvement significatif. Juste cette présence troublante d'une enfant filmée à son insu, dans un lieu où elle n'aurait jamais dû se trouver. Martine ferma le fichier, la nausée montant en elle. Elle en ouvrit un autre, puis un autre. Toujours la même configuration, l'atelier filmé sous un angle fixe, et des enfants différents, garçons et filles, qui semblaient attendre quelque chose. Aucun d'eux ne parlait, aucun ne souriait. Ils étaient juste là, comme s'ils avaient été placés là pour être observés. Dans l'un des fichiers, elle reconnut Gabriel. C était le même enfant que sur la photographie Polaroid, avec son t-shirt Super Mario rouge, mais dans cette vidéo, on le voyait bouger légèrement, tourner la tête, croiser et décroiser ses petites jambes. Il y avait quelque chose de pathétique dans ses gestes, comme s'il essayait d'occuper le temps qui passait. Martine referma l'ordinateur d'un geste brusque, incapable d'en voir davantage. Ses mains tremblaient, et elle sentait des sueurs froides lui couler dans le dos. Ce qu'elle venait de voir dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce n'étaient pas des souvenirs innocents, des films de famille maladroits. Était autre chose. Quelque chose de calculé, de méthodique, de profondément dérangeant. Elle essaya de remettre de l'ordre dans ses pensées. Gabriel avait disparu en 2012. Les vidéos étaient datées entre 2011 et 2013. Cela signifiait que Rémi avait utilisé cet atelier pour... Pourquoi exactement? Et combien d'enfants étaient passés ici? Que leur était-il arrivé ensuite? Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si Gabriel et les autres enfants étaient, en dessous d'elle, sous cette trappe qu'elle n'arrivait pas à ouvrir? Non. Elle refusa cette hypothèse. Était trop horrible, trop impensable. Il devait y avoir une autre explication. Peut-être que Rémi les avait relâchés ailleurs, peut-être qu'ils étaient encore vivants quelque part. Mais même cette version optimiste restait effroyable. Combien d'enfants avaient vécu l'angoisse qu'elle lisait dans leurs yeux sur ces vidéos? Combien de familles avaient pleuré des disparitions inexpliquées? Martine quitta l'atelier en titubant légèrement.
L'air frais du dehors lui fit du bien, mais ne chassa pas l'image de ses enfants immobiles, attendant dans le silence de l'atelier. Elle marcha jusqu'à sa maison comme un automate, l'esprit envahi par les questions et les doutes. Une fois chez elle, elle s'effondra dans son fauteuil préféré, celui où elle avait l'habitude de tricoter en regardant les informations à la télévision. Mais aujourd'hui, rien n'était habituel. Sa vie, celle de sa famille, celle de tout le village, venait de basculer dans quelque chose d'inimaginable. Elle pensa à Claire, qui veillait Rémi à l'hôpital, qui s'inquiétait pour sa santé, qui priait probablement pour qu'il se rétablisse vite. Comment pourrait-elle lui annoncer ce qu'elle venait de découvrir? Comment détruire en quelques mots la confiance absolue que sa fille plaçait en cet homme? Et les enfants de Rémi, ses propres petits-enfants d'adoption, que savaient-ils? Avaient-ils été témoins de quelque chose? Ou pire, avait-il été... Cette dernière pensée était insupportable. Martine se leva d'un bond et commença à faire les 100 pas dans son salon. Elle devait agir, mais comment? Aller voir la police avec des accusations aussi graves contre un homme respecté de tous? Sans preuves plus solides, on la prendrait pour une vieille femme en pleine confusion mentale. Non. Il lui fallait d'abord comprendre l'ampleur de la situation. Il lui fallait plus d'éléments, plus de certitudes. Et surtout, il lui fallait protéger sa famille de ce qui allait forcément suivre. Martine prit sa décision. Elle allait chercher de l'aide, mais discrètement. Elle connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider à analyser le contenu de cet ordinateur sans poser trop de questions. Thomas Mercier, un ami de Claire, travaillait dans l'informatique. Il avait déjà dépanné l'ordinateur de Martine plusieurs fois. Esseke était un garçon discret, digne de confiance. Elle l'appela dans l'après-midi, prétextant un problème avec l'ordinateur de l'atelier. « Il ne fonctionne plus très bien depuis l'hospitalisation de Rémi », expliqua-t-elle. « Je me demandais si tu pourrais jeter un coup d'œil, histoire de sauvegarder ses projets avant que tout ne soit perdu. » Thomas accepta immédiatement. « Bien sûr, Martine. Je passe demain matin si vous voulez. » C'est normal d'aider. Cette nuit-là encore, Martine dormit mal. Mais cette fois, ce haine était plus seulement l'angoisse qui la tenait éveillée. C était aussi une forme d'espoir. Demain, elle aurait peut-être des réponses. Demain, elle saurait quoi faire de ce terrible secret. Le lendemain matin, Thomas Mercier se présenta chez elle avec sa mallette d'outils informatiques. C était un jeune homme de 30 ans, aux cheveux bouclés et aux lunettes cerclées de métal, qui inspirait confiance par sa simplicité et sa gentillesse. Il connaissait la famille depuis des années et avait toujours été présent dans les moments difficiles. « Bonjour Martine », dit-il en l'embrassant sur les joues. « Comment va Rémi ? Claire m'a dit que son état s'améliorait. »« Oui, heureusement », répondit Martine en essayant de garder un ton naturel. « Les médecins sont optimistes. Mais bon, toute cette histoire nous a bien secoués. Vous savez. » Ils se dirigèrent ensemble vers l'atelier. En chemin, Thomas lui parla de son travail, de sa fiancée, des projets qu'il avait pour l'été. Cette conversation normale, ces préoccupations du quotidien, contrastèrent cruellement avec les pensées qui obsédaient Martine. Dans l'atelier, Thomas examina l'ordinateur avec le professionnalisme qu'elle lui connaissait. « Bon, il a l'air de fonctionner correctement », dit-il après quelques minutes. « Vous aviez dit qu'il y avait un problème ?» Martine improvisa une histoire sur des fichiers qui ne s'ouvraient plus, des lenteurs dans le système. Thomas hocha la tête et commença son diagnostic. Elle le regardait travailler, se demandant comment elle allait aborder le vrai sujet. « Tiens, c'est curieux », murmura Thomas au bout d'un moment. « Il y a beaucoup d'espace utilisé sur le disque dur, mais très peu de fichiers visibles. Rémi devait avoir pas mal de données. »« Ah bon ?» fit Martine, feignant la surprise. « Quel genre de données ?» Thomas continua à explorer le système, utilisant des logiciels que Martine ne connaissait pas. Au bout d'un quart d'heure, son expression changea. Il fronça les sourcils, se pencha plus près de l'écran, tapa quelques commandes. « Martine, » dit-il lentement, « est-ce que Rémi travaillait sur des projets particuliers? Ou est-ce qu'il avait des hobbies spéciaux? »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, bien qu'elle devinât déjà la réponse. Thomas la regarda avec une expression inquiète. « Il y a une partition cachée sur ce disque dur, avec beaucoup de données cryptées et des fichiers vidéo. Beaucoup de fichiers vidéo. » Le moment de vérité était arrivé. Martine prit une grande inspiration et décida de jouer carte sur table. « Thomas, il faut que je vous dise quelque chose. Hier,
J'ai trouvé des choses troublantes dans cet atelier. C'est pour ça que je vous ai appelé. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a vraiment dans cet ordinateur. » Thomas la regarda avec attention, percevant la gravité dans sa voix. Quel genre de choses troublantes? Martine lui raconta sa découverte de la boîte cachée, les photographies, les objets d'enfants. Elle lui parla de Gabriel Moreau, de sa conviction que ces images avaient été prises dans cet atelier même. Thomas, elle, écouta sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. « Mon Dieu !» murmura-t-il quand elle eut terminé. « Vous êtes sûre de ce que vous avez vu ?»« Certaine. Et je pense que cet ordinateur contient d'autres preuves, mais je n'ose pas chercher seul. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » Thomas resta silencieux un long moment, fixant l'écran de l'ordinateur. Puis il dit, « Martine, si ce que vous me dites est vrai, nous ne pouvons pas toucher à ces fichiers. C'est une affaire pour la police. Il faut les prévenir immédiatement. Mais ma fille, mes petits-enfants, comment leur annoncer une chose pareille? » « Je sais que c'est difficile, » dit Thomas avec douceur. « Mais s'il y a vraiment des preuves d'enlèvement d'enfants sur cet ordinateur, nous n'avons pas le choix. Et plus nous attendons, plus nous risquons de compromettre l'enquête. » Martine acquiesça, même si chaque fibre de son être se rebellait contre cette idée. Thomas avait raison, bien sûr. Mais comment faire face aux conséquences de cette révélation? « Il y a autre chose, » ajouta Thomas après un moment. « Cette partition cachée, elle n'est pas protégée par grand-chose. Quelqu'un qui connaît l'informatique pourrait facilement y accéder. Si Rémi a vraiment fait ce que vous pensez, il était soit très négligent, soit très confiant. Confiant en quoi? En l'idée que personne ne viendrait jamais fouiller dans ses affaires, que personne ne le soupçonnerait jamais. » Cette remarque frappa Martine comme une évidence. Rémi avait effectivement vécu sa double vie en toute impunité pendant des années. Respecté, aimé, au-dessus de tout soupçon. Qui aurait pu imaginer qu'un homme si intégré à la communauté, si dévoué à sa famille, puisse cacher de tels secrets? « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « On ferme cet ordinateur et on appelle la gendarmerie, » répondit Thomas fermement. « Mais avant, il faut que vous récupériez la boîte que vous avez trouvée. Elle fait partie des preuves. » Martine hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison, mais une partie d'elle espérait encore qu'il y ait une erreur quelque part, une explication innocente à tout cela. Peut-être que les enquêteurs découvriraient que ces images avaient été truquées, que les objets d'enfants avaient une origine légitime. Mais au fond de son cœur, elle savait déjà que ses espoirs étaient vains. Les pièces du puzzle s'assemblaient trop bien. Les indices étaient trop nombreux et trop cohérents. Rémi Valois, l'homme que sa fille aimait, que ses petits-enfants appelaient « papa », que tout le village respectait, était un prédateur. Cette réalité était si énorme, si inacceptable, qu'elle en avait le vertige. Comment une telle tromperie était-elle possible? Comment avait-elle pu vivre si près du mal sans jamais le percevoir? En rentrant chez elle pour récupérer la boîte, Martine croisa Madame Rousseau qui arrosait encore ses géraniums. « Alors, ce rangement de l'atelier ?» demanda sa voisine. « J'espère que tout se passe bien ?»« Très bien, » répondit Martine mécaniquement. « Tout se passe très bien. » Mais intérieurement, elle savait que plus rien ne se passerait jamais bien. Le monde qu'elle avait connu, cette communauté paisible où chacun faisait confiance à son voisin, venait de s'effondrer. Et elle était celle qui avait tiré le fil qui avait tout fait s'écrouler. La gendarmerie de Villeneuve-sur-Loire était un petit bâtiment de briques rouges situé sur la place principale, juste en face de la mairie. Martine y était déjà venue quelques fois dans sa vie pour renouveler sa carte d'identité, pour signaler un vélo volé, pour des démarches administratives banales. Jamais elle n'avait imaginé qu'elle franchirait un jour ses portes pour dénoncer son propre gendre. Le brigadier-chef Moreau, qui portait le même nom que le petit Gabriel disparu, sans lien de parenté, l'a reçu avec la courtoisie professionnelle qu'elle lui connaissait. C. était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, qui connaissait personnellement la plupart des habitants du village. « Madame Dubois, » dit-il en se levant de son bureau, « que puis-je faire pour vous? J'espère que tout va bien. » Martine s'assit sur la chaise en face de lui, serrant son sac contre elle. La boîte était à l'intérieur, cette preuve tangible qui allait changer tant de vies. « Brigadier, il faut que je vous montre quelque chose. Quelque chose de très grave que j'ai découvert hier. » L'expression du gendarme se modifia légèrement. Il sortit un carnet et un stylo, adopta une posture plus officielle. «
Je vous écoute, madame. Martine raconta tout depuis le début. Sa décision d'aider Claire en rangeant l'atelier, la découverte de la boîte cachée, les photographies troublantes, l'identification de Gabriel Moreau, l'ordinateur et ses fichiers cryptés. Elle parla lentement, s'efforçant de ne rien omettre, de rester factuelle malgré l'émotion qui l'étreignait. Le brigadier-chef Moreau, elle, écoutait sans l'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Quand elle mentionna le nom de Gabriel, elle vit ses mâchoires se crisper légèrement. Il se souvenait évidemment de cette enquête, de ces semaines d'angoisse qui avaient marqué tout le village. « Vous avez apporté cette boîte ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. Martine acquiesça et sortit l'objet de son sac. Le brigadier enfila des gants en latex avant de la prendre, la manipulant avec les précautions d'usage. Il examina d'abord l'extérieur, puis souleva délicatement le couvercle. Martine vit son visage se durcir en découvrant le contenu. Il observa les objets un par un, s'attardant sur les mèches de cheveux étiquetées, sur les petits vêtements d'enfant. Quand il arriva aux photographies, son expression devint franchement sombre. « Mon Dieu !» murmura-t-il en reconnaissant Gabriel sur l'une des images. « Mon Dieu, c'est bien lui !» Il ferma la boîte et regarda Martine avec gravité. « Madame Dubois, vous rendez-vous compte de la portée de ce que vous venez de me révéler ? Oui, je crois. Mais j'espérais que vous me disiez que je me trompais, que ce N n'était pas ce que je pensais. J'aimerais pouvoir vous le dire, répondit le brigadier avec tristesse. Mais ce que vous m'apportez là, ce sont des indices très sérieux d'enlèvement d'enfants. Il va falloir ouvrir une enquête immédiatement. Et Rémi, il est encore à l'hôpital. Nous allons placer l'hôpital sous surveillance discrète, le temps d'organiser les perquisitions. Madame Dubois, je dois vous prévenir. Les jours qui viennent vont être très difficiles pour vous et votre famille. Cette affaire va faire énormément de bruit. Martine hocha la tête, même si elle n'était pas sûre de bien mesurer ce qui l'attendait. Et pour les autres enfants, ceux qui sont sur les photos, nous allons reprendre tous les dossiers de disparition des 10 dernières années dans la région. Chaque visage sur ces photos sera identifié. Chaque famille sera contactée. Si certains de ces enfants sont encore... Il s'interrompit, ne voulant pas formuler l'hypothèse la plus terrible. « Vous pensez qu'il pourrait être encore vivant ?» Le brigadier soupira. « Madame Dubois, dans ce genre d'affaires, il faut se préparer au pire. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir la vérité. » Il convint que Martine ne retournerait plus dans l'atelier, que tout devait rester en l'état pour les investigations. Elle donna au brigadier les clés de la maison de Claire et Rémi, ainsi que le mot de passe de l'ordinateur. Puis elle signa sa déposition, d'une main qui tremblait légèrement. « Une dernière chose, dit le brigadier avant qu'elle ne parte. Votre fille, il va falloir la prévenir. Préférez-vous que nous nous en chargions ou... » « Non, répondit Martine fermement. « C'est à moi de le faire. Mais laissez-moi un peu de temps. Je voudrais lui parler avant que tout devienne public. » Le trajet de retour lui sembla interminable. À chaque pas, elle sentait le poids du secret qu'elle portait, cette vérité qui allait exploser la vie de sa fille. Comment annoncer à Claire que l'homme qu'elle aimait, le père de ses enfants d'adoption, était probablement un monstre? Arrivée chez elle, elle s'effondra dans son fauteuil et pleura. Elle pleura pour Gabriel, pour tous ces enfants dont elle avait vu les visages terrorisés sur les photos. Elle pleura pour Rose Moreau, qui allait enfin savoir ce qui était arrivé à son fils, mais qui devrait affronter une vérité pire que tous ses cauchemars. Elle pleura pour Claire, pour cette confiance trahie, pour cette vie qui allait s'écrouler. Le téléphone sonna vers 18h. Était Claire, qui appelait de l'hôpital. « Maman, comment s'est passé le rangement aujourd'hui ? Rémi va mieux. Il a demandé si tu avais trouvé ses lunettes de lecture dans l'atelier. » Martine ferma les yeux, imaginant Rémi dans son lit d'hôpital. Inquiet pour ses lunettes, se préoccupant de ces détails du quotidien, alors que sa vraie nature était sur le point de être révélée. « Claire, ma chérie, il faut que nous parlions. Peux-tu venir chez moi ce soir ? Quelque chose ne va pas ? Tu as une drôle de voix. S'il te plaît, viens, c'est important. » Claire arriva 1 heure plus tard, l'air inquiet. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'angoisses. » Martine la fit asseoir et lui prit les mains. Comment annoncer l'inannonçable? Comment détruire en quelques mots la confiance absolue que sa fille plaçait en son mari? Claire, ce que je vais te dire va être très dur à entendre, mais il faut que tu saches avant que les choses deviennent publiques.
Elle raconta tout, avec les mêmes précautions qu'elle avait prises avec le brigadier. Elle vit le visage de sa fille passer par toutes les phases du déni, l'incrédulité, la colère, le refus catégorique d'accepter une telle accusation. « C'est impossible, maman. Tu délires. Rémi n'a jamais fait de mal à personne. Tu as mal interprété ce que tu as vu. Ma chérie, j'aimerais tant que tu aies raison. Ces photos, ces objets, il y a forcément une explication. Peut-être qu'il gardait ça pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il avait trouvé cette boîte et qu'il ne savait pas quoi en faire. » Martine laissa sa fille évacuer sa colère et son déni. Elle comprenait cette réaction. Elle l'avait eue elle-même 48 heures plus tôt. Mais les preuves étaient là indéniables. Claire, la police va perquisitionner demain. Ils vont fouiller l'atelier, analyser l'ordinateur. S'il y a une explication innocente, elle apparaîtra. Mais il faut que tu te prépares à la possibilité que... « Non !» cria Claire en se levant d'un bond. « Je ne t'écoute plus. Tu es en train de détruire ma famille sur la base d'un malentendu. Rémi est un homme bon, un père aimant. Comment peux-tu l'accuser de... Elle ne put finir sa phrase, les mots étant trop horribles à prononcer. Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Claire, attends !»« Non, maman. Je retourne à l'hôpital, près de mon mari, l'homme que j'aime et en qui j'ai confiance, contrairement à toi. » La porte claqua, laissant Martine seule avec sa douleur. Elle savait que sa fille avait besoin de temps pour accepter la vérité, mais elle savait aussi que ce temps était compté. Demain, la police interviendrait, et tout deviendrait irréversible. Cette nuit-là, Martine ne dormit pas du tout. Elle resta assise près de sa fenêtre, regardant le village endormi, se demandant combien d'autres secrets se cachaient derrière ces façades paisibles. À l'aube, elle vit les premières voitures de gendarmerie traverser discrètement le village en direction de la maison de Claire et Rémi. L'enquête commençait. Vers 8 heures du matin, son téléphone sonna. C était le brigadier-chef Moreau. « Madame Dubois, nous avons trouvé d'autres éléments dans l'atelier, des preuves encore plus accablantes. Il va falloir que vous veniez identifier certains objets. Si vous vous en sentez le courage, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Nous avons réussi à ouvrir la trappe dans le sol. En dessous, il y avait une cache, avec d'autres boîtes, d'autres objets personnels d'enfants. Et puis, quoi ? Des lettres. Des lettres que Rémi avait écrites mais jamais envoyées, dans lesquelles il explique certaines de ses actions. Madame Dubois, je ne vous cacherai pas que c'est encore pire que ce que nous craignions. Martine ferma les yeux. Ainsi, ses pires craintes se confirmaient. Rémi N n'était pas seulement un homme qui avait déraillé une fois. C était un prédateur méthodique, organisé, qui avait sévi pendant des années. « J'arrive », dit-elle simplement. En raccrochant, elle pensa à Claire. Sa fille était-elle encore à l'hôpital, auprès de son mari, ignorant que sa vie était en train de basculer définitivement? Ou avait-elle déjà été contactée par la police? Une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant à Villeneuve-sur-Loire. Le village allait découvrir qu'il avait abrité un monstre pendant des années, et cette révélation allait ébranler la confiance de toute la communauté. Martine s'habilla lentement, se préparant à affronter une journée qui marquerait la fin de l'innocence pour elle, pour sa famille, et pour tous ceux qui avaient cru connaître Rémi Valois. L'atelier de Rémi était méconnaissable. Des rubans de plastique jaune délimitaient un périmètre de sécurité, des projecteurs éclairaient chaque recoin, et des techniciens en combinaison blanche relevaient méthodiquement les indices. Martine observait cette scène surréaliste depuis le seuil, accompagnée du brigadier-chef Moreau, qui lui expliquait les découvertes de la nuit. La trappe était verrouillée par un système assez sophistiqué, expliquait-il. Il fallait connaître la combinaison pour l'ouvrir. En dessous, nous avons trouvé un espace d'environ 2 mètres carrés, aménagé comme un lieu de stockage. Martine n'osa pas demander ce qui était stocké là. L'expression du brigadier lui disait qu'elle ne voulait pas le savoir. « Les lettres dont je vous ai parlé au téléphone sont particulièrement troublantes, » continua-t-il. Rémi y décrit ses activités avec un détail qui ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. Il semble qu'il ait commencé en 2009, peut-être même avant. « 9 ans, » murmura Martine. « Il a fait ça pendant 9 ans, au moins. Et le plus troublant, c'est qu'il avait une méthode très au point. Il repérait les enfants lors des événements du village, étudiait leurs habitudes, leurs horaires. Il connaissait les familles.
savait quand les parents seraient absents ou distraits. Cette révélation glaça Martine. Elle se souvenait de toutes ces fois où Rémi avait participé aux fêtes du village, aidé à organiser les kermesses de l'école, proposé ses services pour les événements communautaires. Tout le monde le voyait comme un homme généreux, impliqué dans la vie locale. En réalité, il étudiait ses proies. Comment a-t-il pu dissimuler tout cela ? Demanda-t-elle. Nous vivions si près de lui. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, répondit le brigadier avec tristesse. Les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui savent le mieux s'intégrer socialement. Ils développent une façade parfaite qui leur permet d'opérer en toute impunité. Un technicien s'approcha d'eux, tenant dans ses mains gantées un objet que Martine reconnut immédiatement. Le petit sac à dos de Gabriel Moreau. Celui qu'il portait le jour de sa disparition. Rose l'avait décrit dans tous les journaux, avec son motif de super-héros et ses bretelles ajustables. « Nous avons trouvé ceci dans la cache souterraine », dit le technicien, avec d'autres effets personnels d'enfant. Des vêtements, des chaussures, des jouets. Martine détourna le regard. Était trop douloureux de voir ces traces concrètes de vie brisée. Elle pensa à Rose Moreau, qui allait enfin savoir ce qui était arrivé à son fils, mais qui devrait affronter une vérité pire que l'incertitude. « Madame Dubois, » dit le brigadier, « nous avons également analysé l'ordinateur plus en détail. Il contient des centaines de fichiers vidéo, répartis sur plusieurs années. Notre expert informatique a trouvé des connexions avec des réseaux de personnes partageant les mêmes déviances. Vous voulez dire qu'il n'agissait pas seul? Nous ne le pensons pas. Mais il semble qu'il ait été en contact avec d'autres individus, qu'il ait échangé des contenus. L'enquête va s'étendre bien au-delà de Villeneuve-sur-Loire. Cette nouvelle dimension de l'affaire dépassait tout ce que Martine avait pu imaginer. Rémi n'était pas seulement un homme isolé qui avait commis des actes terribles, il faisait partie d'un réseau, d'un système organisé d'exploitation d'enfants. « Où est ma fille ?» demanda-t-elle soudain, réalisant qu'elle n'avait pas de nouvelles de Claire depuis la veille. « Elle est toujours à l'hôpital. Nous avons envoyé une équipe là-bas ce matin pour arrêter son mari. Elle a très mal réagi. Les médecins l'ont mise sous sédatif léger. » Martine sentit son cœur se serrer. Sa pauvre Claire, qui découvrait que toute sa vie n'était qu'un mensonge, que l'homme qu'elle aimait était un monstre. Et les enfants? Où étaient-ils dans tout cela? Les enfants de Rémi ont été confiés temporairement à leurs grands-parents paternels, précisa le brigadier, devinant ses pensées. Nous devons encore déterminer s'ils ont subi quelque chose. Ils seront examinés par des spécialistes dans les prochains jours. L'idée que Rémi ait pu s'en prendre à ses propres enfants d'adoption était insupportable. Mais Martine savait qu'il fallait envisager cette possibilité. Si cet homme était capable d'enlever des enfants étrangers, qu'est-ce qui l'aurait empêché de s'en prendre à ceux qui vivaient sous son toit? « Il y a autre chose que vous devez savoir », ajouta le brigadier d'un ton grave. « Nous avons trouvé une liste. Une liste de noms d'enfants du village, avec leurs adresses, leurs horaires d'école, des notes sur leurs habitudes familiales. Votre propre petite fille y figure. » Martine vacilla. Mathilde, la fille de Claire, âgée de 12 ans. Rémi l'avait ciblée, sa propre belle-fille. « Mon Dieu, pas » murmura-t-elle. « Jusqu'où cela va-t-il aller? Nous l'ignorons encore, mais nous découvrons chaque heure de nouveaux éléments. Cette affaire est beaucoup plus vaste que nous ne l'avions imaginé au départ. » Un autre technicien s'approcha, tenant une chemise cartonnée remplie de documents. « Brigadier, nous avons terminé l'analyse préliminaire des archives papier. Il y a des plans détaillés de plusieurs maisons du village, des emplois du temps d'enfant et ceci. » Il tendit au brigadier une feuille de papier couverte de l'écriture soignée de Rémi. En lisant les premières lignes, le visage du gendarme se décomposa. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda Martine. « Une confession, écrite il y a plusieurs mois, dans laquelle Rémi décrit ce qu'il a fait à Gabriel Moreau. » Martine s'appuya contre le mur de l'atelier, les jambes coupées. Gabriel, ce petit garçon qu'elle avait vu grandir, qui venait parfois manger des cookies dans sa cuisine, maintenant, elle savait. Maintenant. Elle pouvait enfin répondre à la question qui hantait Rose depuis 7 ans. « Il faut que j'aille voir Rose, » dit-elle d'une voix blanche. « Il faut que quelqu'un lui explique avant qu'elle l'apprenne par les journaux. Nous nous en chargerons, Madame Dubois. Notre psychologue spécialisé va l'accompagner. Mais si vous souhaitez être présente, oui, j'y serai. »
Le reste de la journée passa comme un cauchemar éveillé. Martine accompagna la psychologue chez Rose Moreau et fut témoin de l'effondrement de cette femme qui avait passé 7 ans à espérer contre tout espoir. La confirmation de la mort de Gabriel fut terrible, mais Rose avoua qu'une partie d'elle était soulagée de savoir enfin. « Au moins, je peux faire mon deuil maintenant », dit-elle entre ses larmes. Ces années d'incertitude, étaient pire que tout. Dans l'après-midi, les premières équipes de télévision arrivèrent dans le village. La nouvelle s'était répandue, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias locaux. Villeneuve-sur-Loire, ce havre de paix anonyme, se retrouvait soudain sous les projecteurs de l'actualité nationale. Martine refusait toutes les interviews, barricadée chez elle, le téléphone débranché. Par la fenêtre, elle voyait les camionnettes des chaînes de télévision, les journalistes qui interrogèrent les passants. Cette agitation médiatique qui transformait son village en spectacle. Vers 18 heures, Claire revint enfin de l'hôpital. Elle avait vieilli de 10 ans en une journée. Son visage était creusé, ses yeux rouges de larmes, ses cheveux en désordre. Elle entra chez sa mère sans frapper, comme elle le faisait quand elle était enfant et qu'elle avait besoin de réconfort. « Maman », dit-elle d'une voix brisée, en se jetant dans ses bras. « Maman, comment est-ce possible ?» Martine serra sa fille contre elle, sentant tout son corps trembler de sanglots. Elles restèrent ainsi de longues minutes, enlacées dans cette douleur partagée, dans cette incompréhension totale face à l'ampleur de la tromperie. « J'ai vu Rémi ce matin », murmura Claire contre l'épaule de sa mère. « Quand les gendarmes sont venus l'arrêter, il a tout nié d'abord, puis, quand ils lui ont montré les photos, les preuves, son visage a changé. Comme si un masque tombait. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Comment était-il? Froid, détaché. Comme si tout cela ne le concernait pas vraiment. Il m'a regardé et il a dit « Tu ne peux pas comprendre, Claire. Personne ne peut comprendre. » Et puis il s'est tu. Il n'a plus prononcé un mot. Martine frissonna. Cet homme qu'elle avait accueilli dans sa famille, qu'elle avait considéré comme un fils, était devenu un étranger absolu. Peut-être l'avait-il toujours été, et ils avaient simplement vécu avec une illusion pendant toutes ces années. « Et les enfants ?» demanda Martine. « Comment vont-ils » Ils ne comprennent rien. Mathilde pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Lucas se mure dans le silence. Comment leur expliquer que l'homme qu'ils appelaient à papa est... Elle ne put finir sa phrase. Les mots étaient trop lourds, trop définitifs. « Enfin, la police m'a dit qu'il devait être examiné, » continua Claire, « pour vérifier s'il ne l'aura pas, s'il n'a pas... Ma chérie, il faut envisager cette possibilité, aussi horrible soit-elle. Je sais, mais j'ai peur de la réponse. J'ai peur de découvrir que j'ai échoué à protéger mes propres enfants. Tu n'as pas échoué. Tu as été trompé, comme nous tous. Rémi était un manipulateur, un homme qui savait mentir et jouer la comédie. Tu n'avais aucun moyen de deviner. Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires, d'expertises, de révélations de plus en plus accablantes. L'enquête révéla que Rémi avait commencé ses activités criminelles bien avant son installation à Villeneuve-sur-Loire. Dans sa ville précédente, 2 disparitions d'enfants non élucidées coïncidaient avec sa présence. La liste des victimes s'allongeait. Gabrielle Moreau, N, était que l'une d'entre elles. Au total, les enquêteurs identifièrent 11 enfants dont Rémi était responsable de la disparition, sur une période de 15 ans. Certains cas remontaient à l'époque où il était célibataire, d'autres à celle où il fréquentait déjà Claire. L'analyse de l'ordinateur révéla des connexions avec un réseau international d'exploitation d'enfants. Rémi échangeait des images et des vidéos avec des complices dans toute l'Europe. Cette découverte entraîna l'ouverture d'enquêtes parallèles dans plusieurs pays, l'arrestation de dizaines de suspects. Mais la révélation la plus terrible vint une semaine après l'arrestation. Les examens médicaux pratiqués sur Mathilde et Lucas révélèrent que Rémi S. était effectivement rendu coupable d'agression sur eux. Pas récemment, mais plusieurs années auparavant, quand ils étaient plus jeunes. Les enfants avaient refoulé ces souvenirs traumatisants. Mais les preuves physiques étaient indéniables. Claire s'effondra complètement à cette nouvelle. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle pu laisser ses enfants subir cela sous son propre toit? La culpabilité la rongeait, ajoutant à sa douleur une dimension insupportable de responsabilité personnelle. « Je les ai abandonnés », répétait-elle en boucle. «
J'ai amené un monstre dans leur vie et je ne me suis rendu compte de rien. Martine essayait de la rassurer, de lui faire comprendre que Rémi était un expert en manipulation, qu'il avait trompé tout le monde. Mais elle-même était rongée par les mêmes questions. Comment avait-il pu vivre si près du mal sans jamais le percevoir? L'expertise psychiatrique de Rémi, ordonnée par le juge d'instruction, révéla un profil de psychopathe organisé, capable de dissociation totale entre sa vie publique et ses crimes. Il n'éprouvait aucun remords, aucune empathie pour ses victimes. Aux yeux des experts, il représentait un danger permanent pour la société. Pendant ce temps, le village de Villeneuve-sur-Loire tentait de se reconstruire. Mais la confiance était brisée. Les parents ne laissaient plus leurs enfants jouer dehors sans surveillance. Les voisins se regardaient avec suspicion, se demandant quels autres secrets pouvaient se cacher derrière les façades familières. Madame Rousseau, la voisine au géranium, avait maigri de 10 kilos en un mois. « Comment peut-on refaire confiance après ça ?» disait-elle à qui voulait l'entendre. Si Rémi Valois était capable de telles horreurs, qui d'autre pourrait nous tromper? Les commerçants du village voyaient leur chiffre d'affaires chuter. Les familles avec enfants déménageaient, ne supportant plus de vivre dans un lieu associé à tant de souffrances. Elle, école primaire, avait perdu un tiers de ses effectifs en quelques semaines. Rose Moreau, elle, avait étonnamment trouvé une forme de paix. Après des années d'incertitude, elle pouvait enfin organiser des funérailles pour Gabriel, lui donner une sépulture digne. « Au moins, maintenant, je sais où est mon petit garçon », disait-elle avec une sérénité douloureuse. Elle était devenue le symbole des familles victimes, celles vers qui se tournaient les journalistes pour témoigner de la tragédie. Avec une dignité remarquable, elle plaidait pour une meilleure protection de l'enfance, pour des dispositifs de détection précoce des prédateurs. 3 mois après l'arrestation de Rémi, les expertises techniques avaient révélé l'existence d'un deuxième site, dans les bois à quelques kilomètres du village. C'est là que les restes de Gabriel et de 3 autres enfants furent retrouvés. Rémi avait avoué leur meurtre avec la même froideur détachée qu'il mettait à décrire ses autres crimes. Le procès, quand il eut lieu, fit l'objet d'une couverture médiatique considérable. Rémi comparaissait pour enlèvement, séquestration, viols et meurtres d'enfants, ainsi que pour participation à un réseau criminel international. Les preuves étaient si accablantes qu'il n'y avait aucun doute sur l'issue du procès. Martine témoigna à la barre, racontant sa découverte de la boîte cachée, expliquant comment une simple tâche de rangement avait révélé l'ampleur de l'horreur. Elle regarda Rémi dans les yeux pendant sa déposition, cherchant une trace de l'homme qu'elle avait cru connaître. Mais il n'y avait rien, juste un regard vide, dénué de toute humanité. Claire témoigna également, décrivant sa vie avec Rémi, leur rencontre, les années de mariage qu'elle avait crues heureuses. Sa voix se brisait quand elle évoquait la culpabilité qu'elle ressentait, cette impression d'avoir trahi ses propres enfants en introduisant un prédateur dans leur vie. « Je me demande chaque jour s'il y avait des signes que j'aurais dû voir, » dit-elle au tribunal. Mais il était si normal, si aimant en apparence. C'est cela le plus terrible. Découvrir que tout était faux, que toute notre vie haine était qu'un mensonge. Rémi fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Le juge, dans son réquisitoire, souligna la préméditation des crimes, leur caractère répétitif, l'absence totale de remords de l'accusé. Rémi Valois a détruit des vies, brisé des familles, traumatisé une communauté entière, déclara-t-il. Il représente un danger permanent pour la société et ne mérite aucune clémence. Quand le verdict tomba, Martine sentit un mélange de soulagement et d'amertume. Justice était rendue, mais cela ne ramènerait pas les enfants morts. Cela n'effacerait pas les traumatismes subis par les survivants. Cela ne réparerait pas les années perdues, la confiance brisée, l'innocence volée. Après le procès, Claire décida de quitter définitivement Villeneuve-sur-Loire. « Je ne peux plus vivre ici », expliqua-t-elle à sa mère. « Chaque rue, chaque maison me rappelle cette époque. J'ai besoin de recommencer ailleurs, avec les enfants. » Martine comprit cette décision, même si elle la peinait. Elle-même envisageait de déménager. À 68 ans, elle n'était plus sûre d'avoir la force de rester dans un village qui porterait à jamais les cicatrices de cette tragédie. Mathilde et Lucas suivaient une thérapie intensive pour surmonter leur traumatisme. Les spécialistes étaient optimistes.
Avec du temps et un accompagnement adapté, ils pourraient reconstruire leur vie. Mais le chemin serait long, semé d'embûches. 1 an après la découverte de Martine, Villeneuve-sur-Loire avait retrouvé un semblant de normalité. Mais était une normalité fragile, teintée de méfiance et de vigilance accrue. Les parents avaient appris à être plus attentifs aux changements de comportement chez leurs enfants, à questionner plus systématiquement leur entourage. Elle, école, avait mis en place des programmes de prévention, enseignant aux enfants à reconnaître les situations dangereuses, à dire non aux adultes qui auraient des demandes inappropriées. La commune avait installé des caméras de surveillance, renforcé l'éclairage public, créé des espaces de jeu mieux sécurisés. Rose Moreau était devenue présidente d'une association d'aide aux familles d'enfants disparus. Elle parcourait la France pour témoigner, sensibiliser, aider d'autres parents confrontés à l'indicible. Sa douleur s'était transformée en mission, son deuil en combat pour la protection de l'enfance. « Gabriel n'est plus là », disait-elle lors de ses conférences. « Mais si son histoire peut éviter à d'autres enfants de subir le même sort, alors sa mort n'aura pas été complètement vaine. » Martine, elle, avait finalement décidé de rester à Villeneuve-sur-Loire. « C'est ici que j'ai mes racines », expliquait-elle. « Je ne vais pas laisser un monstre me chasser de chez moi. » Elle avait transformé sa maison en refuge pour les familles de passage, celles qui venaient se recueillir sur la tombe de Gabriel ou qui participaient aux audiences du procès en appel. Sa cuisine était redevenue ce qu'elle avait toujours été, un lieu d'accueil et de réconfort. Parfois, le soir, en regardant par sa fenêtre les lumières du village, Martine repensait à ce samedi matin où elle était entrée dans l'atelier de Rémi pour ranger quelques outils. Un geste si simple, si anodin, qui avait changé tant de vies. Elle ne regrettait pas sa découverte, même si elle avait détruit l'équilibre de sa famille. Au contraire, elle était fière d'avoir eu le courage de révéler la vérité. Grâce à son action, d'autres enfants avaient été épargnés. Le réseau criminel dans lequel Rémi était impliqué avait été démantelé. « Il faut parfois briser le silence pour protéger les innocents », disait-elle aux journalistes qui venaient encore parfois l'interviewer. Même quand ce silence protège nos proches, même quand la vérité fait mal. 5 ans après les événements, Martine Dubois était devenue une figure respectée dans le domaine de la protection de l'enfance. Son témoignage était régulièrement sollicité par les associations, les écoles, les services sociaux. Elle avait transformé son traumatisme en engagement. Claire avait refait sa vie dans une autre région, avec un homme qu'elle avait longuement observé avant de lui faire confiance. Mathilde et Lucas l'aimaient bien, même s'ils porteraient toujours en eux les cicatrices de leur enfance. Ils avaient appris à vivre avec leur histoire, à la transformer en force plutôt qu'en faiblesse. Le village de Villeneuve-sur-Loire était redevenu ce qu'il avait toujours été, un lieu paisible où il faisait bon vivre. Mais ses habitants avaient appris une leçon essentielle. La vigilance est le prix de la sécurité. Et aucune communauté n'est à l'abri du mal qui peut se cacher derrière les apparences les plus respectables. L'atelier de Rémi avait été démoli, remplacé par un petit jardin mémorial où une plaque rendait hommage aux victimes. Chaque année, le village organisait une cérémonie de souvenirs, pour ne jamais oublier, pour maintenir vivante la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie. Et Martine Dubois, désormais âgée de 73 ans, continuait à cultiver son jardin, à accueillir ses voisins dans sa cuisine, à tisser ces liens sociaux qui font la force d'une communauté. Mais elle le faisait avec cette sagesse douloureuse que donne l'expérience du mal absolu, cette vigilance bienveillante qui protège sans étouffer. Car elle avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Et que parfois, une grand-mère de 68 ans peut changer le cours de l'histoire en ayant simplement le courage d'ouvrir une boîte qui aurait pu rester fermée à jamais. L'histoire de Villeneuve-sur-Loire nous rappelle que chacun d'entre nous peut être confronté à des choix difficiles, à des vérités dérangeantes. Mais elle nous enseigne aussi que l'humanité triomphe toujours, que la lumière finit par percer les ténèbres, et que l'amour d'une grand-mère pour sa famille peut révéler la force nécessaire pour affronter l'inimaginable. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec vos propres expériences ou vos craintes de mère, de grand-mère, de femme soucieuse, de protéger ceux qu'elle aime, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages qui révèlent la force extraordinaire des femmes ordinaires
face aux épreuves de la vie? Laissez-nous vos commentaires. Partagez vos réflexions, car c'est ensemble que nous pouvons créer un monde plus sûr pour nos enfants. L'histoire de Martine Dubois nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des plus vulnérables. Que votre vigilance bienveillante soit votre contribution à un monde meilleur.